Bonjour à tous. Qu'est-ce que la morale? C'est une bien vaste question, peut-être parfois un peu trop philosophique, mais c'est une question qui mérite vraiment qu'on s'y attarde, puisque si on réfléchit de près, à part considérer que est morale une chose qui est bonne, immorale une chose qui est vicieuse, mauvaise, méchante, ou à part considérer que faire traiter de ce sujet-là, c'est faire la morale, on n'aura pas dit grand-chose. Donc l'idée de ce podcast va être très rapidement, en quelques minutes, de faire une rapide histoire de la morale pour essayer d'en dégager un petit peu une idée générale. Et je vais volontairement prendre un parti pris, c'est-à-dire que je ne vais pas me contenter, comme je le fais au début, comme je vais le faire au début, de faire simplement une histoire de la philosophie, elle est nécessaire. Mais je vais essayer simplement de vous donner le fruit de mes réflexions, vous donner la conclusion de mes réflexions, une rapide synthèse qui, bien entendu, n'est pas une synthèse qui est le pur fruit de ma réflexion, qui s'appuie sur des travaux de philosophes bien plus sages que moi, qui ne suis même pas philosophe, même pas vraiment un grand philosophe, loin de là, loin s'en faut. Mais l'idée, c'est simplement de vous donner le fruit de mes réflexions, le fruit de ma démarche, pour pouvoir peut-être vous faire une idée un petit peu plus précise de ce qu'est la morale, ou même tout simplement de vous aider, de vous pousser à réfléchir sur ce sujet. Le but sera bien entendu de rechercher la vérité, tout en essayant de vous exposer mon point de vue, de défendre ma thèse, afin, qui n'est pas seulement la mienne d'ailleurs, mais afin de nourrir votre réflexion, de commencer, de débuter une réflexion, ou même tout simplement d'arriver à une conclusion plus affirmée. Au temps, aux mœurs. C'était une autre époque. C'était mieux avant. C'est choquant d'entendre ça à notre époque. On est en 2024 quand même. Vous avez déjà entendu toutes ces expressions, je pense, ou certaines d'entre elles. Elles relèvent l'idée selon laquelle les temps changent, selon laquelle on peut penser que la vérité et la morale changent avec le temps. En réalité, c'est assez inexact. Je vais préciser, mais ce n'est pas parce que la perception d'une chose change avec le temps que la chose en elle-même change. Prenez l'exemple très simple de la Terre. Ce n'est pas parce que la perception de la forme de la Terre ou de la place de la Terre dans l'univers a pu évoluer avec le temps que cette place ou cette forme de la Terre a évolué avec elle. Ça peut paraître évident, mais il en est de même pour la vérité. De la même manière, ce n'est pas parce qu'une règle morale va évoluer qu'elle va elle-même changer. C'est la perception de cette règle morale qui va évoluer. La perception, en tout cas, de ce bien, de ce mal, de cette vérité. Et c'est aussi vrai pour l'idée selon laquelle on a tendance à le penser aujourd'hui, l'idée selon laquelle, parce que les règles morales évoluent, elles vont nécessairement s'améliorer. Je donne un exemple très simple. L'esclavage était tout à fait toléré, voire accepté par la plupart, voire même un pilier de nombreuses sociétés antiques. Elle a été considérée comme absolument mauvaise au Moyen Âge, en tout cas au moins en France. Il y avait une loi qui disait que celui qui touchait le sol de France était automatiquement affranchi. Mais très rapidement, avec notamment les colonies, le commerce triangulaire a pris de l'importance. Et bien que l'esclavage ne soit pas autorisé sur le sol de France, il l'était assez bien par les chefs d'État. Il était assez bien autorisé, assez bien toléré, voire important pour la survie même de l'État. Puis il a été à nouveau interdit, ce qui montre bien que les règles morales vont évoluer, mais pas dans un sens unique. Et donc faire une histoire de la morale, c'est comprendre une évolution. Un petit peu comme, si vous voulez, en histoire, on fait une frise historique, et dans cette frise, on va montrer, mettre en avant les événements qui ont pu faire évoluer l'histoire d'une certaine manière. Puisque l'histoire n'évolue pas simplement au gré du hasard, va y avoir des événements clés qui vont faire évoluer les événements. De la même manière, en histoire de la philosophie, c'est un petit peu pareil. En histoire de la pensée, c'est un petit peu pareil. En histoire de la morale, donc, ce sera un petit peu pareil. Vous allez avoir des penseurs clés, des pensées clés. Ça peut être un livre, ça peut être une affirmation, ça peut être beaucoup de choses qui font que les mentalités vont évoluer, mais ces mentalités n'évolueront pas simplement selon le hasard des circonstances, comme on le disait, mais parce qu'il y a tel événement intellectuel qui va provoquer un certain tournant dans la pensée. Et donc, comprendre l'histoire de la morale, c'est comprendre ce qui a été, mais pas seulement pour avoir une idée de ce qui va arriver, comme on pourrait le faire avec la météo, comme on peut parfois le faire en histoire, notamment si on a une conception un petit peu cyclique des événements. Mais c'est aussi comprendre ce qui est arrivé pour mieux comprendre ce qui est. Nous sommes des enfants de notre époque, nous sommes tous influencés par notre époque.
personne ne peut dire qu'il échappe complètement à son époque. C'est important de noter que, bien entendu, vous ne pensez pas comme tous vos contemporains. Il y a des distinctions de pensée, mais ce qu'il faut bien noter dans notre rapide étude, dans notre rapide plutôt histoire de la morale, c'est que lorsque nous allons présenter la pensée dominante d'une époque, ce n'est pas la pensée de chacun des individus de cette époque. Bien entendu, il y a des dissidents, il y a des gens qui pensent différemment du grand nombre. Mais l'idée, c'est de dire que, à une époque, la plupart des gens pensent d'une certaine manière, et même ceux qui pensent différemment vont être influencés par cette manière de percevoir le monde, par cette manière de voir le monde. Peut-être qu'un exemple très simple qui permettrait de comprendre ça, c'est l'exemple de l'avortement. Aujourd'hui, on peut dire avec certitude que la plupart des gens vont penser que l'avortement est non seulement acceptable, tolérable, mais même beaucoup plus, que c'est un droit nécessaire pour la femme. Et ce n'était pas vrai il y a pas si longtemps que ça. Et pourtant, même s'il y a des gens qui vont être en désaccord avec cette idée de l'avortement, tout le monde va être influencé par cette idée, et même ceux qui vont être dissidents par rapport à cette pensée de l'avortement, la plupart du temps, ne seront pas aussi sévères avec une femme qui avorte que, par exemple, au Moyen-Âge, auraient été beaucoup plus sévères avec une femme qui met fin à la vie de son enfant. Donc il y a cette idée qu'il y a des causes à cette évolution de la pensée, et que même si la pensée a évolué, qu'elle n'est pas parfaitement uniforme à une époque ou dans un lieu, elle va tout de même influencer l'immense majorité des individus, si ce n'est tous. Même si nous sommes dissidents dans la pensée, nous sommes influencés par notre époque. Comme je disais, nous sommes les enfants de notre époque. Bref, donc cette petite histoire de la morale que je vais essayer de faire relativement courte pour comprendre un petit peu notre époque, le passé, et essayer de dresser un tableau pour rechercher évidemment la vérité, puisque c'est notre but. Commençons donc par l'Antiquité. Pour bien comprendre ces idées dominantes de l'Antiquité, que l'Antiquité avait sur la morale, il faut bien noter, avant tout comme principe, c'est que pour la plupart des anciens de l'Antiquité, l'homme est un être qui appartient à la nature. L'homme est un être qui vit dans la nature et qui a donc, et c'est de là que vient le mot, une certaine nature de laquelle il ne peut pas et surtout il ne doit pas s'affranchir. Ainsi, l'idée dominante de l'Antiquité, c'est que faire le bien, c'est accomplir sa nature. Contrairement à aujourd'hui, on aurait tendance à penser que faire le bien, être heureux, c'est s'épanouir et permettre aux autres de faire de même. Chez les Grecs, on va creuser un petit peu la nuance. Il y a beaucoup plus cette idée que faire le bien, c'est accomplir sa nature. Et ça demande plus d'efforts et peut-être moins d'écoute de soi-même. Cette pensée, on la retrouve d'abord chez des philosophes dont vous avez forcément déjà entendu le nom, que sont Platon et Aristote. Je ne vais pas avoir le temps, et ce n'est pas l'objectif ici, de faire une synthèse, même très brève de leur pensée, mais simplement relever une idée qui est commune à ces deux auteurs, c'est que l'homme est naturellement fait pour vivre en société. Un des objectifs, un des buts, une des finalités propres à l'homme et principales de l'homme, ce sera de vivre en société, de se développer d'une certaine manière à pouvoir vivre de manière harmonieuse dans la cité. L'homme est un animal politique et par conséquent, il ne peut s'accomplir qu'en vivant avec autrui, qu'en vivant dans une société organisée, en cherchant le bien commun. On retrouve aussi cette idée selon laquelle faire le bien, c'est accomplir sa nature et pas simplement s'épanouir chez les stoïciens. Encore une fois, je vais être très bref, mais chez les stoïciens, l'homme appartient au cosmos, il ne décide pas de son destin. Dans la mesure où il ne décide pas de son destin, où il ne décide pas ce qui va lui arriver, il doit l'accepter. Mais comment accepter quelque chose qu'on ne choisit pas? Il y a une seule solution, faire en sorte de renoncer à des désirs individuels, de renoncer à l'accomplissement de ses sentiments personnels, mais de se dire que nous faisons le bien selon ce que la nature attend de nous, selon ce que le cosmos veut de nous. Et encore, cette philosophie, on la retrouve d'une certaine manière, différente, mais d'une certaine manière, chez les épicuriens. L'homme, pour être heureux, pour faire le bien, doit être vertueux en se satisfaisant du strict nécessaire. C'est la modération qui est la vertu centrale chez les épicuriens. Vous savez, on a souvent l'image de l'épicurien qui
fait bonne chère, qui fait bombance. Mais en réalité, l'épicurien, c'est celui qui mange très peu, c'est celui qui boit très peu, c'est celui qui se contente vraiment du strict nécessaire. Alors, il y a plein de différences entre toutes ces pensées que je prendrais volontiers dans un autre podcast le temps de développer, mais il y a quand même une idée générale. L'idée générale, c'est que le but de la vie d'un homme, ce n'est pas de suivre ses désirs. Le but de la vie d'un homme, ce n'est pas de profiter de la vie. Le but de la vie d'un homme, ce n'est pas de s'accomplir en tant qu'individu qui a des besoins particuliers, personnels. Non, le but de la vie d'un homme, c'est de suivre, d'accomplir notre nature en dominant nos émotions, en dominant nos désirs, voire en les supprimant quasiment, et finalement en nous comportant selon notre nature. Qu'est-ce que l'homme ? L'homme est un animal raisonnable, rationnel, politique. À partir de là, l'homme doit se comporter comme tel. L'homme ne doit pas se comporter comme un animal. Vous savez, c'est un petit peu ce qu'on dit à l'enfant. On dit à l'enfant de ne pas se comporter comme un animal. Qu'est-ce qu'on lui dit ? On lui dit de se comporter comme un être humain, d'accomplir sa nature plutôt que de suivre ses désirs, de chercher l'effort de faire le bien plutôt que de chercher le plaisir, le bonheur immédiat. Et le bien donc, ça demande un effort considérable, et c'est le seul moyen d'atteindre le bonheur. Le bonheur ne réside en rien dans le fait de suivre nos désirs, dans le fait de céder à nos pulsions. Non, le bonheur réside au contraire une fois dans le fait que je vais être heureux, une fois que j'ai bien fait les choses. Il y a deux figures qui permettent de mieux comprendre un petit peu, si vous voulez, la mentalité d'un homme antique. C'est la figure du héros. Le héros de chez Homère qui va se battre, qui va tout sacrifier pour justement accomplir son destin de héros. Ou l'autre figure qu'on retrouve plus avec la philosophie grecque, la figure du sage, du modéré, du vertueux, du rationnel. Ces deux figures-là, celle du sage et du héros, vont un petit peu résumer l'idéal de vertu grecque. Chez les Grecs, l'homme fait le bien en accomplissant sa nature et pas en accomplissant son individualité. L'homme est heureux parce qu'il est sage, parce qu'il est héroïque, pas parce que tous ses désirs sont satisfaits. Et donc, il faut bien noter ça, l'homme grec est heureux parce qu'il a fait le bien, et non pas il fait le bien parce qu'il est heureux. Et donc l'idée dominante de l'Antiquité, c'est que l'homme doit vivre selon la nature, et donc selon sa nature humaine. C'est un être rationnel qui doit dominer ses émotions. Comme vous le savez, si on simplifie les choses, la période qui succède directement à l'Antiquité est le Moyen-Âge. Et c'est d'autant plus vrai en philosophie, puisqu'il y a un auteur qui va vraiment faire passer la philosophie de l'Antiquité au Moyen-Âge, à l'époque médiévale, par le fait justement que c'est un auteur qui écrit à la fin de l'Antiquité, mais qui est un auteur chrétien, qui est Saint Augustin. Et donc Saint Augustin va faire passer la philosophie de l'ère, si on veut, païenne à l'ère chrétienne, à l'ère catholique. Et on a quand même une grande conservation de nombreuses idées, notamment l'idée de la vertu, qu'on retrouve dans l'époque du Moyen-Âge, dans la philosophie du Moyen-Âge, et cette idée selon laquelle nous devons rechercher le bien, mais avec une vision un petit peu différente. Effectivement, l'homme doit être vertueux. L'homme doit rechercher le bien selon sa nature. Mais cette nature, elle lui a été donnée par Dieu. Cette nature, elle est celle que Dieu lui a donnée. Et donc la vie sur Terre n'est pas la même que chez les Grecs. Alors on a toujours retrouvé cette vision, même dans l'Antiquité. Socrate disait que philosopher, c'était aussi apprendre à mourir, que la vie servait à se préparer à la mort. Mais on a quand même cette idée qu'il y a deux cités chez Saint Augustin. Vous savez, Saint Augustin qui écrit la cité de Dieu, il explique qu'il y a deux cités. La cité sur Terre, la vie sur Terre tout simplement, et la vie après la mort. Et la vie sur Terre sert tout simplement à nous préparer à vivre après la mort. En fait, tout simplement, il faut voir la vie sur Terre comme un pèlerinage chez Saint Augustin. Chez Saint Augustin, on a bien cette idée que la notion de bien existe sur Terre, mais elle se fait en vue de la préparation de la vie au paradis. Donc il y a toujours cette notion de bien, cette notion sur laquelle l'homme est un animal politique. On peut remarquer qu'il emploie bien le terme de cité pour la vie sur Terre comme pour la vie après la mort. Mais l'homme doit toujours rechercher le bien dans le but de rechercher le paradis, de plaire à Dieu, de faire le bien selon Dieu. Mais la notion qui reste, c'est toujours cette idée que c'est le bien, faire le bien, qui permet le bonheur, qui permet la béatitude, et non pas l'inverse.
Puis avec saint Thomas, on va avoir quelques nuances à cette pensée. Je ne rentrerai pas dans le détail, je ne rentrerai pas dans les débats qui peuvent opposer d'une certaine manière saint Augustin et saint Thomas. Mais disons que saint Thomas est peut-être moins sévère avec la recherche du bien sur terre. Il est peut-être moins sévère avec cette visée du bien commun sur terre, qui n'empêche absolument pas pour lui, bien au contraire, hein, de viser le ciel. Et donc c'est la raison pour laquelle il va distinguer en particulier deux types de vertus. Les vertus cardinales, qui permettent le bien naturel, et les vertus théologales, qui permettent le bien spirituel. L'une comme l'autre permettent de répondre au même objectif, le bien de l'homme. D'un côté, il y a le bien temporel, de l'autre, le bien spirituel, mais l'un va avec l'autre, nous dit saint Thomas. Il y a donc cette idée de la synthèse entre le héros et le sage. Vous connaissez peut-être hein, l'idée de l'Église militante dans la doctrine de l'Église. On dit que les chrétiens qui sont encore sur terre se battent contre les forces du mal, contre le prince de ce monde qui est le démon, pour obtenir un petit peu la vie sur terre, pour obtenir cette récompense. Et il y a donc cette idée de héros, mais également cette idée du sage, du moine, de celui qui va accomplir un idéal d'ascèse, un idéal de renoncement. Et donc cette synthèse entre le héros et le sage donnera un petit peu l'idée du saint homme, l'idée du saint, du moine guerrier si vous voulez. Hein. Bref, l'idée du Moyen-Âge va se rapprocher de celle de l'Antiquité, avec cette idée selon laquelle l'homme vise le bien, l'homme vise la vertu, mais non pas seulement dans l'optique de s'accomplir en tant qu'homme, mais également de transcender sa nature, de s'accomplir en tant qu'homme, en tant qu'enfant de Dieu. Bref, le Moyen-Âge essaye d'aller encore plus loin dans l'accomplissement de la vertu, d'où les deux vertus, hein, cardinale et théologale. Alors je vais passer assez rapidement, d'une part pour des raisons de temps, mais surtout pour des raisons simplement de simplification. Rapidement sur l'ensemble du Moyen-Âge qui sera finalement assez fidèle hein, à la chrétienté, à cette philosophie médiévale. Mais même si à partir du XVIIe, XVIIIe siècle vont être rediscutées la religion, la philosophie classique, notamment avec l'émergence des sciences. Mais globalement, l'idée de morale sera discutée sur deux points hein, que je ne vais pas trop développer. L'idée simplement selon laquelle la morale serait héritée ou serait applicable grâce à l'écoute de nos sentiments. Le sentiment, nous dit Rousseau, nous permet d'être le meilleur guide pour discerner le bien du mal. Et à l'inverse, un monument de la philosophie morale que je ne vais pas développer, mais qui est Kant et qui affirme au contraire que c'est la raison, c'est ce qui fait de nous des hommes, qui nous permet de distinguer le bien du mal. Pourquoi est-ce que je ne rentre pas là-dedans? Puisqu'on a toujours cette idée que ce soit les sentiments ou la raison, la morale dépend d'une loi naturelle, inscrite dans le cœur ou dans l'esprit de l'homme, mais la morale reste une loi naturelle. La thèse qui va remettre un petit peu tout cela en cause, le Moyen-Âge, l'Antiquité, mais également, je parle bien de vision dominante comme on l'avait dit, hein, mais qui va remettre également en cause le XVIIe et le XVIIIe siècle, c'est un petit peu la thèse de Nietzsche. Nietzsche, je vais aller assez vite également, puisque c'est un auteur qui est complexe, je vais m'arrêter simplement sur l'essentiel en ce qui me concerne notre propos. Nietzsche fait ce qu'il appelle une généalogie de la morale. Il essaye tout simplement de faire l'arbre généalogique, il cherche l'origine de la morale. Et pour lui, l'origine de la morale, c'est la psychologie. Il faut bien noter cette idée. C'est-à-dire qu'il va essayer de mettre de côté cette idée selon laquelle il existe une morale naturelle, une morale inscrite en nous, une morale qui nous permet de faire le bien et d'éviter le mal. Non, pour Nietzsche, c'est peut-être beaucoup plus simple que ça. L'origine de la morale est psychologique. Si nous pensons qu'une chose est bonne ou qu'une chose est mauvaise, c'est tout simplement parce que nous avons besoin de le penser. Tout simplement parce que cela nous rassure ou nous protège de le penser. Et à cette occasion, il va distinguer, et je fais très simple, hein, mais il va distinguer deux types de personnes, les forts et les faibles. Alors les forts ne sont pas les plus musclés, les forts ne sont pas les suffreteux, les malades, mais c'est par rapport à leur psychologie. Les forts, c'est ceux qui sont capables d'assumer le fait que le monde est absurde. Les faibles sont ceux qui sont incapables d'assumer l'absurdité du monde et qui sont obligés d'inventer un sens, d'inventer un mythe, d'inventer une histoire, une raison d'être à leur existence et à ce monde-là. Et par conséquent, le fort va imposer sa manière de voir le monde sans vouloir imposer une vision morale des choses, il va simplement se contenter de vivre. C'est la volonté de puissance, il va imposer sa manière de vivre. Là où le faible ne va pas avoir les épaules pour assumer cette absurdité du monde, pour réussir à imposer sa manière de vivre, et va être d'une certaine manière angoissé, va être apeuré, voire tout simplement va être victimisé par le monde lui-même. Et l'exemple qui permet de bien comprendre cette idée de Nietzsche, c'est l'exemple, vous prenez l'exemple d'un aigle et d'un agneau.
lorsque l'aigle va se jeter sur sa proie qui est l'agneau, il ne va pas avoir de vision morale. Il est fort, il va se contenter de se dire, en regardant l'agneau, voilà mon repas, voilà mon déjeuner. Alors que l'agneau, en voyant l'aigle fondre sur lui, va se dire que le loup, que l'aigle, que son prédateur finalement, est méchant. Et c'est comme ça qu'on peut résumer très simplement la morale de Nietzsche. Ceux qui vont affirmer que le bien et le mal existent sont ceux qui ne seront pas capables d'assumer de subir ce mal, d'être les victimes de ce mal, de ce qu'ils appellent le mal, et donc vont le désigner comme un mal. Il y aurait énormément de choses à dire là-dessus, mais ce que nous dit Nietzsche finalement, c'est qu'il n'existe pas de vertu ou de bien objectif. Tout est subjectif, tout dépend de notre psychologie, et le moyen qu'ont trouvé les faibles pour se protéger des forts, pour dominer les forts, ce sera tout simplement la morale, et notamment, parmi la morale, la démocratie. Le plus grand nombre s'allie contre le plus petit nombre. Le plus grand nombre, c'est bien évidemment les faibles, il y a plus de gens faibles sur Terre que de gens forts, pour essayer de calmer, d'atténuer la force des forts. Finalement, Nietzsche reconnaît que, d'une certaine manière, les faibles ont gagné puisqu'ils ont réussi à imposer la vision morale. Mais à partir de là, ce que retient Nietzsche, c'est que la morale n'est plus quelque chose qui permet le bien de l'homme. La morale, c'est une valeur subjective, c'est une règle arbitraire, psychologique, qui va changer selon la psychologie des individus. Et donc, il n'accorde finalement que très peu d'importance, voire un certain mépris de la morale. Et ça correspond finalement assez bien à la morale du 19e. Cette morale rigide, cette morale de règles qui s'étendait notamment en Allemagne au 19e siècle, période pendant laquelle vit Nietzsche, mais également qu'on peut retrouver dans toute la critique que fait la littérature de la bourgeoisie du 19e siècle. Il y a bien cette idée que les règles sont très arbitraires, très hypocrites, et qu'elles n'existent que pour satisfaire des intérêts. Donc cette remise en cause de la morale va amener l'idée selon laquelle la morale n'est pas objective, elle est psychologique, et on y viendra petit à petit, un peu après, elle est culturelle. Et ça, c'est l'idée qu'on va retrouver à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Jusqu'à aujourd'hui, finalement. L'idée selon laquelle, et vous l'avez sûrement déjà entendu de très nombreuses fois, tout est culturel. C'est un petit peu ce relativisme moral. Le fait que les valeurs se valent, le fait que le seul but dans l'existence d'un individu, c'est de pouvoir faire ce que je veux, ce que je souhaite, ce que je désire. Donc cet hédonisme, cette idée selon laquelle le bonheur dépend de la maximisation du plaisir et de la minimisation de la douleur, elle va caractériser particulièrement notre époque, mais elle trouve ses origines notamment dans la deuxième moitié du XXe siècle. Pour le faire très rapidement, on a deux auteurs un petit peu clés, même s'il y en a d'autres qui pourraient être évoqués. Et tout d'abord, ce que nous dit Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre nous dit que l'existence précède l'essence, pour le dire très simplement, et vous verrez que ça fait écho au message de sa compagne, Simone de Beauvoir, on ne naît pas homme, on n'a pas une nature qui nous est imposée, l'homme a cette capacité de choisir, de poser les actes libres. À partir de ce moment-là, nous ne sommes pas des hommes en naissant, nous sommes ce que nous avons choisi d'être. Et ce que nous sommes aujourd'hui, ça découle de nos choix. Et Simone de Beauvoir continuera, là où Sartre dit « l'existence précède l'essence » pour dire très simplement « ce que je suis dépend de ce que j'ai choisi d'être, de la manière dont j'ai choisi d'exister ». Simone de Beauvoir dira donc « de la même manière qu'on ne naît pas homme, on devient ce que l'on veut être homme, libre ». Simone de Beauvoir dira « on ne naît pas femme, on le devient ». Et sans rentrer dans le détail, c'est bien une idée qui va préfigurer notre époque. La seule chose qui fait partie de la nature humaine, la seule chose qui caractérise l'homme, c'est sa liberté. Par conséquent, ça devient assez logique, la seule morale possible, ça devient une morale de la liberté. La seule règle morale qui vaille, c'est celle qui permet de prendre en compte la liberté de chacun des individus. C'est celle qui permet de prendre en compte l'accomplissement de chacun de nos désirs, puisque qu'est-ce qu'être libre dans la modernité? C'est faire ce que l'on veut. C'est pour ça qu'on peut beaucoup entendre des phrases comme celles que je peux vous citer. De toute façon, qu'est-ce que ça peut te faire qu'un tel fasse de cette manière-là, tant que ça n'embête personne? Ou, d'une certaine manière, je sais ce que je suis un homme et non une femme, c'est pas mon corps qui va déterminer ce que je suis. Ou alors, chacun fait et pense ce qu'il veut. Avant d'apporter une quelconque critique ou positive ou négative, cette phrase, il faut en souligner l'idée principale. C'est l'idée que tout vise la satisfaction de la liberté individuelle. Et donc il n'y a plus vraiment de morale. Ou alors la morale, elle est basée non plus sur la nature, mais sur la culture, sur les désirs, et bien assumée sur la psychologie, c'est assumé là.
la morale, ça va être une morale qui va dépendre du consentement, des conséquences ou de la loi, des normes ou de protocoles. Et je voudrais passer un peu de temps pour essayer de montrer les limites de ces morales. Donc j'ai fini un petit peu la partie historique, j'ai essayé de vous faire comprendre en un minimum de temps, et je suis désolé si j'étais un peu long, mais ça demandait à mon sens au moins un minimum, un grand minimum ce temps-là. Mais j'ai essayé de vous faire une brève histoire de la morale pour vous montrer comment elle a pu évoluer et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on pense de cette manière-là. Et donc l'idée, ça va être d'évoquer avec vous les limites de ces morales, du consentement, de la conséquence ou de la norme, de la loi ou du protocole, pourrait-on dire. Je commencerai par évoquer les limites de la morale du consentement. Pourquoi je commencerai par cela? Parce que c'est celle qui est le plus présente aujourd'hui. Alors, il y a eu vous savez, le fameux mouvement MeToo qui a mis un point d'intention considérable sur ce qu'on appelle le consentement, notamment dans le cadre des relations sexuelles hommes-femmes et des relations de viol. Enfin, pas des relations de viol, pardon, des situations de viol. Et l'idée était de dire tout simplement, exposer cette idée en simple, au-delà simplement de l'idée de relations sexuelles, la chose qui était très simple à exposer, c'était de dire que quel est le seul point commun à tous les hommes? C'est le fait que nous soyons libres. Or, à partir de là, qu'est-ce qui peut nous nuire? C'est ce qui va à l'encontre de notre liberté. Bref, la seule chose qui est nuisible pour l'homme, c'est d'aller à l'encontre du choix d'autrui, ou que quelqu'un aille à l'encontre de nos choix. Et donc, tout ce qui est conforme au consentement, c'est bien. Tout ce qui va à l'encontre d'un consentement, c'est pas bien. Et d'ailleurs, c'est quasiment un viol. D'une certaine manière, ce serait un viol de notre volonté. Puisqu'on fait violence, au sens même étymologique du terme, on fait violence au désir de la personne. Et donc, l'idée est très simple, qui peut s'appliquer en tous les domaines. Une chose est bonne à partir du moment où elle ne nuit au consentement, où elle ne s'oppose au consentement de personne. Une chose est mauvaise lorsqu'elle va à l'encontre du consentement de quelqu'un. Pour prendre un exemple très simple à comprendre, pourquoi est-ce que c'est mal d'enfermer quelqu'un? Parce qu'on le fait contre sa volonté. Parce que ça peut l'empêcher de faire ce qu'il veut. De la même façon, quel est le critère pour savoir si ce qu'on fait à une personne est bon ou mauvais? Tout simplement, ça peut paraître un peu évident, mais dialoguer, lui demander. Si la personne est d'accord, pas de problème. Si la personne est en désaccord, c'est un problème et il ne faut absolument pas le faire, peu importe la raison. Mais il y a deux limites à ce type de morale. Première limite, c'est cette définition qu'on donne de la liberté. On a tendance à définir la liberté, particulièrement aujourd'hui, même si ça a toujours pu se définir comme ça, mais on va dire que c'est le paradigme de notre époque, c'est l'idée dominante dont je parlais, que être libre, c'est faire ce que l'on veut. Être libre, c'est accomplir chacun de nos désirs, chacune, on dirait, de nos volontés. Mais si on réfléchit de près, c'est absurde. Parce que, et c'est ce que nous a appris la philosophie de l'Antiquité, du Moyen-Âge, toute l'histoire de la philosophie nous a appris que être libre, c'est plutôt être maître de soi que faire ce que l'on veut. Parce que faire ce que l'on veut, c'est souvent être manipulé d'une manière ou d'une autre, soit par les autres, soit par nous-mêmes, par notre psychologie, par nos sentiments, par nos désirs. Et quelqu'un qui est l'esclave de ses désirs n'est pas quelqu'un qui est libre. Quelques exemples pour vous expliquer cela, pour vous donner des preuves de cela. On en parle beaucoup aujourd'hui d'ailleurs, c'est paradoxal d'ailleurs qu'on définisse la liberté comme ça alors qu'on parle autant du pervers narcissique. Quelle est l'idée du pervers narcissique? Le pervers narcissique, c'est celui qui va avoir une proie, une victime, et qui va la manipuler en lui laissant croire que la personne fait ses propres choix. Bref, la personne sera consentante pour chacune des situations. Elle sera même la première à demander à ce que la relation continue, alors même qu'elle sait que c'est mauvais pour elle. Mais elle sera l'esclave de son désir, l'esclave de sa passion, voire parfois l'esclave de ses pulsions. Mais cette manipulation n'existe pas que dans les relations amoureuses. Cette manipulation peut exister aussi dans le domaine politique. C'est tout le rôle de la propagande. La propagande va viser à laisser croire aux individus qu'ils veulent quelque chose, finalement. Ce n'est pas forcément ce que veulent les individus, c'est le principe même de la manipulation. La publicité est aussi extrêmement développée là-dessus. La publicité, c'est créer un désir, nous rendre esclaves de ce désir, et finalement, en faisant ce que l'on veut, on agit le moins librement du monde. Bref, ce n'est pas parce que je consens que d'une part je suis libre, et que d'autre part cela me rend heureux. Mais il n'y a pas que cette définition de la liberté qui pose problème dans cette morale du consentement.
Il y a aussi l'absurdité de certaines situations. Une impossibilité concrète à appliquer cette morale dans tous les cas de figure. Alors ça peut marcher pour pas mal de cas, hein. Bien entendu, hein, l'idée selon laquelle ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ou l'idée selon laquelle on ne fait pas aux autres ce qu'ils ne veulent pas qu'on leur fasse à eux-mêmes, ça a des limites, mais c'est vrai que dans beaucoup de situations, ça peut s'appliquer. Mais dans certaines, un peu moins. Je vous prends un exemple très simple. Vous avez un enfant qui est, et tant mieux pour lui, et c'est très heureux, qui est très apprécié par ses parents. Un enfant qui est très mignon et qui fait une bêtise. Si tout va bien, normalement, les parents n'auront pas envie de le gronder. C'est-à-dire que l'enfant va faire une bêtise, il est normal qu'il soit grondé, les parents vont considérer qu'il est normal qu'il soit grondé, mais ils ne vont pas le gronder de gaieté de cœur. Bref, si on résume la situation, personne n'a envie que l'enfant soit grondé. Évidemment, l'enfant n'a pas envie d'être grondé, les parents n'ont pas envie de gronder l'enfant, ça va à l'encontre du consentement de tout le monde que l'enfant soit grondé, et pourtant les parents prennent comme un devoir le fait de le gronder, même si ça ne leur convient pas. Cet exemple montre bien que si on ne veut pas le gronder, il sera vite malheureux. Ce sera ce qu'on appelle un enfant roi qui deviendra très vite un enfant frustré pour finir par être un enfant malheureux. Et donc à partir de là, on voit bien que cette morale du consentement ne peut pas s'appliquer de manière absolue, ne peut pas s'appliquer de manière évidente. Et peut-être faudrait-il trouver une autre morale, celle qui existe encore aujourd'hui, qui est un petit peu plus pensée, un petit peu plus poussée, qui est la morale des conséquences. Et bah, on reprend l'exemple de l'enfant. Si on va gronder l'enfant, ce n'est pas seulement pour une raison de consentement, c'est parce que plus tard ça lui sera utile. Donc est morale, ce qui plus tard permettra à l'enfant d'être plus heureux, de maximiser son bien-être. On pourrait donc se dire que la morale a une efficacité, a une justification si elle s'appuie sur les conséquences. Mon action est bonne si les conséquences de mon action le sont. Et elle est mauvaise si les conséquences de mon action sont mauvaises. Ça permet quand même de résoudre, semble-t-il, pas mal de situations. Exemple très simple, avec des dilemmes qui ont été pensés par la philosophie. Alors, je n'ai plus les nombres exacts, mais l'idée revient au même. Vous imaginez que vous êtes au-dessus d'un tramway. La situation peut être un petit peu différente, mais le principe restera le même. Vous êtes au-dessus d'un tramway. Et vous voyez le tramway arriver sur deux voies possibles. Vous avez la manette pour pouvoir changer la direction du tramway ou du train. Sur l'un des rails se trouvent 10 personnes. Ces 10 personnes vont être écrasées par le tramway si vous ne changez pas la direction du tramway. Si vous changez la direction du tramway, c'est une seule personne qui va mourir sur les rails. Donc vous avez la possibilité d'épargner la vie, techniquement, de 10 personnes pour n'en tuer qu'une seule. Bref, vous économisez 9 vies. La morale dite conséquentialiste, la morale qui s'appuie sur les conséquences, va considérer qu'en toute logique, épargner 9 personnes, c'est forcément mieux qu'en épargner une seule. Bref, une action sera considérée comme bonne si les conséquences de cette action le sont elles aussi. Autre exemple possible, c'est le cas d'une intelligence artificielle qui aurait les commandes d'une voiture, comme c'est le cas par exemple pour Tesla. Si la voiture a le choix, dans une situation rocambolesque, de n'écraser qu'un vieillard ou qu'un enfant, en toute logique, selon les conséquences, elle choisira d'écraser plutôt le vieillard que l'enfant. Si elle ne peut faire un détour qu'à un seul moment, elle choisira d'épargner l'enfant, puisque les conséquences permettent plus de possibilités à la vie de l'enfant. Mais il y a des limites, encore une fois, à cette morale qui s'appuierait sur les conséquences, à cette morale qui s'appuierait seulement sur la conséquence de l'acte. Première limite déjà sur le bon sens. La plupart des cas pour défendre cette thèse, c'est des situations un petit peu absurdes, un petit peu irréalistes, volontairement très complexes, et très vite on s'appuie sur un protocole. Vous vous doutez bien que on va plus réfléchir, on va plus avoir de dilemme moral, ce qui est quand même très sain dans la vie d'un individu. On va agir bêtement, purement, simplement, et donc finalement il n'y a plus de vie morale dans l'individu. Il n'y a plus cette tension à vouloir faire le bien. On va appliquer les choses de manière un petit peu bête et méchante, si bien que on ne va pas chercher à faire le bien, on va chercher à appliquer un protocole. Deuxième limite, qui peut paraître un petit peu moins évidente, un petit peu plus complexe, mais qui illustre d'une certaine manière, au sens premier du terme, l'absurdité de cette morale fondée sur les conséquences. On a dit que le critère selon cette manière de voir la morale, le critère pour qu'une action soit bonne est que la conséquence de cette action soit bonne. Mais si le critère d'une bonne action, c'est la conséquence, pour considérer cette conséquence comme bonne, quel est le critère ? Sa conséquence à elle.
Mais le critère pour considérer que cette conséquence de conséquence est bonne, cette conséquence elle, bref, vous l'avez compris, on arrive à un raisonnement par l'infini. On ne peut pas déterminer simplement par la conséquence si une action est bonne ou mauvaise. C'est comme si on disait qu'une journée réussie, c'est une journée qui permet que la suivante soit réussie. Mais dans ce cas-là, pour que ma journée soit réussie, il faut que j'attende la suivante. Mais la suivante ne sera réussie que si la suivante, celle d'encore après, est réussie. Et ainsi de suite. Si le critère de la journée réussie, c'est la journée suivante comme réussie, alors on n'aura jamais le critère d'une journée réussie. Bref, ça ne s'appuie sur rien que sur des idées qu'on se fait d'une conséquence qui est bonne ou mauvaise. Autre exemple pour illustrer un petit peu la limite de cette morale par les conséquences, c'est aussi simplement sur le bon sens. On ne peut pas prévoir exactement les conséquences d'une action. Mercedes, alors je ne sais plus si elle est passée ou pas, mais Mercedes avait fait une pub pour de l'assistance au freinage. On voit une belle Mercedes rouler dans un paysage de campagne des années 30, voire un peu avant, voire même bien avant. Donc bref, on est au début du XXe siècle, on voit une Mercedes moderne qui roule au milieu de cette campagne, on est dans l'ambiance de l'époque, et des enfants traversent la route, un voyant s'allume sur la Mercedes, qui s'arrête, une assistance au freinage, qui permet d'épargner la vie de ces deux enfants qui traversent la route de manière un peu inopinée. Puis la voiture continue de rouler, et on voit un enfant qui joue avec un cerf-volant, et qui se fait automatiquement renverser par la Mercedes. Et on voit un flash d'image automatiquement où on comprend que l'enfant est Hitler, Adolf Hitler, puisque sa maman, dans la foulée, la maman d'Adolf Hitler, du petit garçon qui a traversé la route, qui s'est fait écraser par la voiture, dit Adolf, Adolf, et elle est affolée. On comprend bien que finalement la voiture a écrasé le petit Adolf Hitler, ce qui change radicalement la face de l'histoire. Et l'humour noir de cette pub, c'est de terminer le spot par un slogan sur justement cette assistance au freinage: détecte les dangers avant qu'ils ne surviennent. En allemand, bien entendu. Mais qu'est-ce que ça montre, cet exemple? C'est au-delà de cette pub et de cet humour noir, c'est tout simplement qu'on ne peut pas prévoir les conséquences de nos actions. Automatiquement, une voiture aurait épargné la vie de l'enfant, mais les conséquences historiques auraient été plus graves, ce qui montre un petit peu l'absurdité. On ne peut pas souhaiter la mort d'un enfant avant même qu'il n'ait posé des actes, simplement parce que les conséquences auraient été meilleures. C'est un petit peu cette idée-là, c'est un petit peu l'idée des conséquences, de dire qu'on ne peut pas, la critique de cette morale par les conséquences, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer à l'avance. Et à partir du moment où on ne peut pas prévoir ce qui va se passer à l'avance, à partir du moment où le seul critère des conséquences, c'est la conséquence elle-même, cette morale ne peut pas tenir la route sur le long terme, elle ne peut pas tenir la route dans des situations complexes. Donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir, cette morale des conséquences ou cette morale du consentement a des limites qui ne permettent pas d'imposer, de trouver une morale, non seulement une morale qui permet de faire le bien, mais également une morale qui est objective, mais en plus de cela, une morale qui rendrait l'homme heureux, puisque on a vu ces limites-là, on ne peut pas trancher dans de très nombreuses situations, et on le fait simplement à l'instinct, au sentiment et au désir, et on prend un petit peu ce qui nous arrange, ce qui est quand même, vous me l'accorderez, très problématique pour la morale. Si notre époque a tant critiqué la morale telle qu'elle a été développée dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, si notre époque a tant remis en cause cette morale et remplacé cette morale par des morales qui, comme on l'a vu, sont assez bancales, ne permettent pas vraiment une action morale et le bien de l'homme, c'est tout simplement parce qu'il y avait peut-être une mauvaise vision. La morale avait mauvaise presse, on l'a vu, notamment en raison de beaucoup de facteurs, mais notamment à partir du 19e siècle. La morale était vue simplement comme un protocole où on voyait d'un côté les gentils, de l'autre côté les méchants. Ceux qui faisaient le bien étaient les gentils, ceux qui faisaient le mal étaient les méchants. En réalité, c'est plus complexe que ça. Il faut bien noter que la morale, c'est pas seulement les gentils contre les méchants. La morale, ce n'est pas seulement un protocole qu'il faut appliquer sans réflexion. La morale va plus loin que ça. La morale, telle qu'elle a été pensée dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, elle essaye d'allier deux choses. D'allier le bien selon la nature et le bonheur de l'homme, avec un principe très simple. Si l'homme est fait pour le bien, il n'y a alors aucune raison qu'il en soit malheureux. La nature est bien faite. C'était le principe qu'on avait et qu'on a un petit peu oublié. C'est le principe qu'on avait dans l'Antiquité au Moyen-Âge. Si Dieu ou si la nature a donné une certaine fin à l'homme, une certaine forme à l'homme, c'est bien que s'il respecte cette forme, s'il respecte cette fin, il ne pourra en être qu'heureux. Ça peut paraître assez évident, assez logique, mais il faut bien le rappeler. C'est pour ça qu'on va essayer de comprendre maintenant, et ce sera le dernier temps de notre
notre petite étude, on va essayer de comprendre comment est-ce que agir moralement peut permettre la morale et le bonheur à la fois. Alors, je m'appuie sur très nombreux ouvrages philosophiques, c'est vraiment quelque chose que je développe, qui a déjà été développé par ailleurs, mais que je vais essayer de synthétiser avec mes mots, avec ma vision, avec mes exemples, mais pour vous essayer de trancher un petit peu ce débat, puisqu'il faut un moment ou un autre bien trancher. On va faire un petit retour sur quelque chose qu'on a déjà évoqué, mais qu'on va essayer de justifier, pas du tout du point de vue historique, mais de justifier vraiment du point de vue psychologique, du point de vue humain, du point de vue philosophique. C'est le retour au principe de l'Antiquité et du Moyen-Âge, selon laquelle nous devons maîtriser nos émotions. Je l'avais déjà dit, mais le principe même de l'éducation, jusqu'à une certaine mesure, peut-être avec des dissonances à notre époque, mais le principe global de l'éducation, c'est quoi? C'est permettre à l'enfant d'être heureux. Et la définition qu'on donne au bonheur va beaucoup changer selon les époques, selon le lieu, selon les individus. Mais tout le monde sera d'accord pour dire que l'éducation a un double but, permettre à l'enfant d'être heureux, mais également d'être quelqu'un de bien, tout simplement. Vous n'imaginez pas éduquer vos propres enfants en n'essayant pas de les rendre bons, de les rendre vertueux. Je redéfinirai la vertu, mais l'idée c'est de dire quoi? Lorsqu'on va éduquer un enfant, on va lui apprendre à faire le bien pour son bien. Bien noter ça, faire le bien pour son bien, c'est justement la corrélation qu'il y a entre la morale et le bonheur. Faire le bien pour son bien. Donc l'enfant qu'on va éduquer, on va lui apprendre à petit maîtriser ses émotions. Si un enfant n'arrive pas à maîtriser ses émotions, si un enfant est l'esclave de ses émotions, il ne sera d'une part pas libre, mais d'autre part pas heureux. Puisqu'il va être gagné très facilement, très rapidement, par la frustration permanente. Si l'enfant n'a pas de limite, et on n'est pas obligé d'être très strict, ça c'est une autre question, c'est un autre débat, mais si l'enfant n'a pas de limite claire, si l'enfant ne sait pas ce qu'il doit faire, ce qu'il peut faire, ce qui est bon pour lui, alors il va être frustré en permanence. Bref, s'il a le droit de tout faire, dès qu'une contrariété viendra s'imposer à lui par un motif autre que l'interdiction de ses parents, dès qu'une impossibilité se révélera à lui, il sera malheureux et réellement frustré. Et donc, le but de l'éducation, c'est aussi d'apprendre à l'enfant à calmer certaines émotions, à calmer certains désirs, à chasser certaines émotions, à chasser certains désirs. Vous apprenez à l'enfant qu'il ne peut pas avoir tout ce qu'il veut tout de suite. Oui, le gâteau qui est dans le frigo, il ne peut pas l'attraper tout seul, ce n'est pas l'heure de manger, il mangera plus tard. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous le frustrez pour qu'il ne devienne pas frustré. Vous lui faites faire un effort, vous lui faites maîtriser, voire chasser une émotion ou un désir, dans le but de le rendre heureux, mais aussi dans le but qu'il devienne quelqu'un de bien, quelqu'un qui se maîtrise. Et ça nous amène à mieux comprendre ce qu'est la maîtrise des émotions. La maîtrise des émotions, ce n'est pas un rejet total des émotions. La maîtrise du désir, ce n'est pas forcément, pas nécessairement un rejet total du désir. C'est le fait de considérer qu'une chose va pouvoir être désirée dans la mesure où elle est raisonnable. C'est le principe selon lequel une chose va être bonne pour nous, alors je m'autorise à la désirer. Une chose va être mauvaise pour nous, alors je me refuse à la désirer. Et n'importe qui, personne ne pourra vous dire le contraire. Un exemple tout simple, même par exemple ceux qui vont être très hédonistes, même les piliers de la modernité et de l'époque contemporaine, qui vous diront que chacun doit pouvoir accéder à ses désirs, conviendront, surtout les féministes d'ailleurs, sans aucune difficulté, qu'il faut, et surtout l'homme, doit résister à ses pulsions. Il est normal de résister à ses pulsions. Il est normal de canaliser, de chasser, de calmer certains désirs. Pas seulement en raison des conséquences. Pas seulement en raison d'un protocole. Pas seulement en raison du consentement, même si tout cela, évidemment, doit ou peut être pris en compte. Non, on doit maîtriser nos émotions, d'une part parce que cela est nécessaire à la vie en société, et d'autre part pour ne pas en être l'esclave, pour agir comme des hommes libres, comme des femmes libres, comme des êtres humains. Bref, on maîtrise nos émotions pour accomplir notre nature. Et c'est ça, il faut bien le noter. C'est pas juste une question de cette personne fait le mal, elle est méchante, cette personne fait le bien, elle est gentille. Non, il y a cette idée que l'homme va faire le bien pour son bien. Lorsqu'il va s'accomplir en tant qu'être humain, c'est une étape nécessaire, peut-être pas toujours suffisante, mais nécessaire pour être heureux. Et donc, le bonheur, ça passera par la vertu. Alors, qu'est-ce que la vertu? Je vais essayer d'être très bref. Mais avant de parler de la vertu, je vais commencer par un exemple. Prenez l'exemple d'une personne qui, très jeune,
a eu l'habitude de voler des choses. Alors au début, ce sera le paquet de bonbons dans le magasin, puis ça ira un petit peu plus loin, ce sera histoire de jouer à tel jeu, de voler le DVD d'une manière ou d'une autre, puis petit à petit, on va essayer de voler de plus en plus de choses, et finalement, voler une voiture va devenir assez banal. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le fameux dicton qui vole un œuf, vole un bœuf, parce que si petit à petit, je prends des habitudes à agir selon une certaine manière de faire, je vais avoir une tendance naturelle à le faire. Prenez autre exemple, plus heureux peut-être, l'exemple d'un enfant qui va d'abord petit à petit aider ses parents. Et plus il va aider ses parents, plus il va avoir de facilité à aider ses parents. De la même façon, une personne qui va travailler, plus elle va travailler à l'école, plus elle aura de facilité à travailler. Et une personne qui travaille peu va avoir de plus en plus de difficultés à travailler. Vous me direz, et automatiquement, oui, c'est ce qu'on appelle un cercle vertueux ou un cercle vicieux. C'est le principe même de la vertu ou du vice. La vertu, c'est être une disposition, c'est-à-dire une tendance, non pas qui nous oblige, mais qui va nous pousser, nous faciliter à. Donc c'est une tendance. Cette tendance, elle n'est pas naturelle. On ne naît pas vicieux, on ne naît pas vertueux, même si on a des qualités et des défauts. Cette vertu ou ce vice vont s'entretenir par les actes que l'on pose. Et plus on entretient la vertu, plus on a de facilité à entretenir la vertu. C'est un cercle vertueux. Plus on entretient le vice, plus on pose des actes conformes au vice, plus on va devenir vicieux. Et donc, la vertu, ce sera une disposition acquise par répétition d'actes, soit à faire le bien, soit à faire le mal. Alors maintenant, qu'est-ce que faire le bien ou qu'est-ce que faire le mal? Parce que, dit comme ça peut paraître évident, on en revient à tout ce qu'on a pu évoquer avant. Faire le bien, ça va dépendre des conséquences, ça va dépendre du consentement, ça va dépendre de la liberté de chacun. Non, ce que nous disent les anciens, ce que nous apprennent les anciens, et qu'on a eu tendance beaucoup à oublier, c'est le fait que faire le bien, c'est faire ce qui est conforme à ma nature humaine. Et c'est comme ça que je serai heureux. La vertu, ça va être l'accomplissement de la nature humaine. Pour vous donner un petit exemple, pour bien comprendre ça, une analogie, une comparaison, on pourrait dire de même de la santé. Qu'est-ce qui me montre que je suis en bonne santé? Tout simplement, la sensation d'être en bonne santé. Bref, la nature m'a donné un moyen de savoir que je suis en bonne santé, la sensation agréable. La nature m'a également donné un moyen de savoir que je suis en mauvaise santé, la sensation désagréable. À quoi est-ce que ça sert d'avoir mal quand on s'est coupé? Déjà que c'est désagréable de se couper, déjà que ça va engendrer des complications. Si en plus on a mal, c'est bon, je suis au courant, je me suis coupé. Non, c'est un signal d'alarme que le corps nous envoie pour qu'on s'occupe impérativement de cette chose. Bref, la sensation est un signal d'alarme pour continuer ou éviter une situation. Pourquoi est-ce que quand je pose la main sur une flamme, sur une braise, je me brûle? C'est le corps qui me dit « retire ta main ». Ça peut paraître un petit peu évident, mais tout ça pour comprendre quoi? Pour comprendre que la sensation est le signe de la santé ou de la maladie ou de la blessure. Mais ce n'est pas parce que j'ai une sensation agréable que je suis en bonne santé. Ce n'est pas parce que j'ai une sensation désagréable que je suis en mauvaise santé. Je vous donne un exemple très simple. Lorsque l'on fait du sport, d'accord, on va être fatigué, on va avoir mal, et pourtant ça me permet également d'être en bonne santé. Et on peut mal interpréter cette sensation. Si on n'est pas blessé en faisant du sport, on peut mal interpréter cette sensation en se disant « j'ai mal, je suis en mauvaise santé ». De la même façon, vous prenez un joint, vous prenez de la drogue, ça va abîmer votre santé. Et pourtant, sur le moment, ce sera agréable. Bref, on peut se tromper dans l'analyse de nos émotions, dans l'analyse de nos sensations, mais il n'en demeure pas moins que les sensations agréables sont des symptômes de la santé, même si parfois on peut mal les interpréter, et que les sensations désagréables sont des signaux de mauvaise santé. À partir de là, il en est de même pour le sentiment de bien-être et le bonheur. Vous avez un bonheur qui est objectif, un bonheur qui correspond à la morale, de la même façon que vous avez une santé qui est objective, une santé qui correspond au corps, au bon fonctionnement du corps qui lui peut être objectif. Et ce n'est pas parce que vous allez faire quelque chose qui est agréable, qui correspond à vos désirs, qu'automatiquement vous allez être heureux, au sens où vous pourrez faire quelque chose qui vous satisfait sur le moment, prenez l'exemple de la drogue, sans pour autant faire quelque chose qui est bon pour vous. C'est pareil, c'est exactement pareil pour la morale et pour le bonheur. La morale,
c'est tout simplement le fait, si on applique ça à la santé, le fait de bien faire les choses pour être en bonne santé, ce qui me permettra à terme d'être en bonne santé, d'avoir donc des sensations agréables. De la même façon, lorsque j'agis pour être en bonne santé, je peux le faire pour deux raisons. Soit tout simplement parce que j'ai envie d'avoir des sensations agréables, j'ai pas envie d'être malade, j'ai pas envie d'avoir le cancer, donc je vais éviter telle ou telle chose, mais également parce qu'on peut tout à fait considérer, c'est ce que les Grecs considéraient, ce que le Moyen-Âge considérait, qu'on a un certain devoir de prendre soin de notre corps et donc de rechercher la bonne santé. On peut dire exactement la même chose de manière analogique pour la morale et le bonheur. Lorsque je vais agir moralement, je le fais non seulement pour être équilibré, pour être heureux, mais également parce que c'est un devoir de m'accomplir en tant qu'être humain. Il y a comme une récompense que nous donne la nature, c'est le fait, à terme, d'être heureux. Bref, vous l'aurez compris, je développerai chacune éventuellement de ces vertus dans d'autres podcasts, dans une autre émission, mais ce que je voulais vous faire comprendre aujourd'hui, c'est qu'on a trop souvent pris en grippe, caricaturé la morale. La morale, c'est pas le fouet ou la récompense éternelle. La morale, c'est un petit peu parfois plus subtil que ça. La morale, c'est justement l'accomplissement de notre nature humaine. L'accomplissement de notre nature humaine qui nous permet d'être plus heureux. Et de la même façon qu'on connaît la nature du corps humain par la connaissance, par la recherche, par la réflexion, par l'expérience sur le corps humain, il en est de même pour la morale. Le bonheur a été étudié par la philosophie, de très nombreux sages ont étudié, un petit peu des médecins de l'âme. C'est d'ailleurs, Socrate nous disait qu'il faisait accoucher les esprits, qu'il aidait les esprits à accoucher du vrai et du faux. C'est un petit peu cette idée-là qu'on a en philosophie. On a cette idée selon laquelle on va être heureux, on va être bien, parce qu'on a fait le bien, parce qu'on a suivi la morale. Et donc cette idée selon laquelle faire le bien et être heureux sont deux choses différentes, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, ça a des limites. Remarquez bien qu'il n'y a aucune... Il paraît évident, maintenant qu'on a expliqué tout ça, il paraît évident qu'il y avait quelque chose de très juste dans l'Antiquité, une clairvoyance assez incroyable sur la nature humaine qui nous montrait que on faisait le bien pour notre bien. L'idée selon laquelle le bonheur et la morale, loin d'être incompatibles, loin d'être dissociables, loin de s'opposer, au contraire, se facilitent l'un l'autre. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je serai très heureux d'avoir des retours sur ce que vous avez pensé de ce que j'ai fait.